Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous présenter mon top 10 des nouveautés de l'année. Bon, avant de commencer, je tenais à vous préciser un peu c'est quoi que je comptais comme les nouveautés de l'année. J'ai compté toutes les nouvelles sorties, les nouvelles éditions, les nouvelles rééditions aussi, donc c'est pour ça que voilà, il y aura des mangas qui sont sortis en fait il y a peut-être 20 ans de ça, même plus, mais qui se retrouvent dans ce top parce que ils ont été réédités cette année. J'ai fait ce choix là parce que la plupart des mangas qui m'ont marqué cette année, c'est pas forcément des mangas qui sont sortis en 2022, 2021, c'est plus des rééditions et tout ça, et je voulais pas les exclure parce que vraiment c'est des mangas qui m'ont marqué cette année, et je pense que vous allez apprécier que je vous parle vraiment de mes gros coups de cœur de l'année plutôt que une petite sélection moins exhaustive. Voilà. De plus, j'ai fait aussi une liste de tous les mangas, de toutes les nouveautés que j'ai lues, pour que tu saches à peu près ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Ça va te donner une bonne idée de pourquoi tel manga n'est pas dans la liste, pourquoi tel manga n'est pas dans le top. Bref, la liste est en description, ça peut être cool pour toi de la consulter. Et je te rappelle que tu as accès à mon manga collect aussi dans la description, où tu peux voir les mangas que j'ai et ma pile à lire. Et dernier petit disclaimer avant de commencer, évidemment, je dois te le dire, c'est mon top 10. Voilà, si ton manga préféré de l'année n'est pas dans le top 10, désolé, c'est pas bien grave, ça arrive, mais voilà, faut faire avec. Allez, on commence directement avec le top 10, les enfants d'Hippocrate. Pour être honnête, je le voyais pas dans mon top quand je l'ai reçu, parce que c'est un manga que j'ai reçu. Un manga qui parle de pédiatrie, style tranche de vie, c'est pas ma came à la base. C'est vraiment pas fait pour moi. Mais j'ai été touché par ce manga. J'ai été sincèrement touché par ce manga, parce que vivent les enfants, les parents, mais aussi Mako, il me semble, qui est le protagoniste de cette histoire, qui est un apprenti pédiatre, enfin qui est pas vraiment un apprenti, puisqu'il est quand même déjà bien confirmé. Et donc on va suivre sa vie, son développement en tant que pédiatre, ça on va le suivre dans sa vie personnelle parce que c'est aussi un youtubeur, même si c'est une petite partie de sa vie, hein. On va le suivre aussi avec la relation avec son père. Donc c'est une histoire très touchante qui mêle énormément d'histoires par-ci par-là et qui arrive à en faire quelque chose de très très bien. Je te l'ai présenté récemment dans une vidéo bilan lecture, donc j'ai pas envie de te faire une présentation exhaustive des mangas. D'ailleurs je préfère plus te parler de mon ressenti plutôt que de te les présenter, parce que souvent les mangas que je vais te montrer ici dans mon top, c'est des mangas que j'ai déjà présentés sur la chaîne et tout ça, donc je préfère plus vous parler de mon ressenti, je vous préviens, plutôt que vous présenter le synopsis des mangas. C'est pas un manga fait pour tout le monde, évidemment. Si tu es habitué à l'action, si tu es habitué au shonen classique et tout ça, on est quand même très loin de ça. C'est une lecture très posée, très poétique. Si tu dois sortir un petit peu de ta zone de confort, les enfants d'Hippocrate, ça peut être très bien. Allez, maintenant, le top 9, Dan Dadan. Dan Dadan, bon là on change complètement de registre, hein, comme je te l'ai dit, là on est sur du shonen pure souche, hein, vraiment on est sur une quintessence de tous les codes shonen qu'on a eu ces dernières années, avec quand même quelques petits changements, notamment le fait qu'on a deux protagonistes, hein, j'ai envie de dire, on n'a pas un protagoniste, il n'y en a pas un qui se démarque des deux, donc on aura Momo et Ken, c'est deux lycéens. Il y en a un qui croit pas du tout aux fantômes, et t'en as un autre t'as elle qui ne croit pas du tout aux ovnis. Manque de chance, les deux existent dans leur monde, ils vont se croiser, voilà, il va y avoir des pouvoirs qui vont interférer de l'un côté comme de l'autre, et ils vont devoir retrouver les boules de Ken, quoi. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire, je te l'ai présenté aussi sur mes différents réseaux. Moi au niveau du ressenti, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve ça hyper divertissant, je trouve ça assez drôle, même si l'humour c'est pas non plus le point fort de ce manga, mais je dirais que l'ensemble créatif sur ces yokai, sur ces fantômes japonais, mêlés avec des dessins fantastiques et une originalité dans la façon d'affronter ces démons, ces choses comme ça, j'ai été touché par ça, j'ai bien aimé ça. J'ai cru comprendre que ça n'a pas plu à tout le monde, moi personnellement j'ai bien apprécié. Donc pour l'instant j'ai lu que les deux premiers tomes, à voir comment ça évolue, mais on m'a dit que plus ça avance mieux c'est, donc j'ai très hâte de continuer ça. Maintenant le top 8 avec Poison quotidien. Poison quotidien, ça se rapproche pas mal des enfants d'Hippocrate, ou dans le sens où on est dans la tranche de vie. Ouais, cette année un peu, j'ai découvert cette facette des mangas avec des mangas un peu plus chill, un peu plus
tranche de vie, voilà, je vais le redire encore une fois. Et Poison quotidien retranscrit parfaitement ce style de manga avec Yosuke qui lui a une vie un peu maussade. Voilà, c'est pas un élève très brillant, c'est pas un élève qui se fait beaucoup d'amis, il se fait harceler, mais il a un rêve, c'est de parcourir le Japon à moto. Donc il va passer son permis moto et ça va un peu le libérer de son poison quotidien. Forcément, se faire harceler à l'école, c'est pas top. Donc voilà, il veut s'échapper de ça et voilà, il a trouvé la moto pour s'échapper de ça, et en plus cette passion va lui faire découvrir potentiellement une fille il va tomber amoureux de cette fille, voilà, donc on va suivre un peu ce petit gars au milieu de tout ça, avec les premiers amours, aussi le développement, le passage d'adolescent au passage un peu plus adulte, donc c'est très touchant. Moi j'ai été vraiment téléporté dans ma jeunesse quand j'ai lu ce manga. Je te l'ai présenté aussi récemment dans la vidéo bilan lecture de ce mois-ci, et j'ai totalement adhéré à ce style de manga. Par contre, j'ai lu que un tome, donc je sais pas si par la suite c'est bien ou pas. C'est une série en 6 tomes, donc à voir. Je vous ferai sûrement un petit bilan une fois que j'aurai fini la série, mais franchement, Poison quotidien, j'ai plutôt apprécié. Maintenant, le top 7, Darwin's Incident, avec ce petit singe merveilleux, hein. C'est l'élément central de cette histoire. C'est un singe qui a été développé dans un laboratoire, qui est mi-humain, mi-homme, et qui va avoir le bon du côté humain et le bon du côté du chimpanzé, il me semble. Oui, je pense, un chimpanzé. Je veux pas dire de bêtises, mais bref, un singe quoi. Et forcément, ça va lui causer énormément d'ennuis. Que ce soit du côté des humains qui n'acceptent pas qu'une telle chose vivent dans leur monde, que ce soit du côté des scientifiques aussi qui veulent en savoir plus pour développer d'autres trucs, que ce soit du côté aussi des écologistes qui voient en lui un potentiel allié. Bref, il va se retrouver au milieu de tout ça, et lui en fait il veut vivre sa vie, il veut vivre sa vie tout simplement. Il veut pas forcément aller dans un camp ou dans l'autre, lui il veut être normal, aller à l'école, il veut chill avec ses potes, mais le problème c'est que de par sa nature, ça va être impossible pour lui, forcément sa vie va être différente des autres, il va devoir l'accepter. Moi je l'ai adoré, hein, ce petit singe qui s'appelle Charlie, franchement je le trouvais très touchant, très convaincant. Le manga a tendance à partir un peu dans la caricature à certains moments, mais je trouve que c'est assez maîtrisé, c'est assez bien géré, mais il y a un monde où le manga peut partir en totalement en couille, mais j'ai confiance, j'ai lu uniquement ce tome 1 pour l'instant, mais j'ai été totalement convaincu, notamment par ce personnage qui est hyper... il y a un potentiel de malade, parce que voilà, il va pas juste se laisser faire. On sent que voilà, il a le bon du chimpanzé et de l'humain. Pourquoi j'ai fait chimpanzé comme ça? Et en fait, ouais, c'est ça, ce Charlie, il a le bon du chimpanzé, le bon de l'humain, et il est très particulier, il est très perspicace, très fort aussi physiquement. Ça va donner lieu à des scènes d'action vraiment intenses. J'ai envie d'en voir plus, Top 6, Hokuto no Ken. J'ai déjà parlé de l'édition, du fait qu'elle est très chère. À chaque fois que je vais parler de cette édition d'ailleurs, je vais dire qu'elle est très chère parce que pour moi le prix n'est pas justifié. Mais par contre, je découvre Hokuto no Ken avec cette édition, donc je peux remercier Crunchyroll juste pour ça, on va dire. J'ai adoré Hokuto no Ken. Pour l'instant, je suis au tome 2, il me semble, et j'ai découvert le travail de Tetsuo Hara en 2021-2022 avec Soten no Ken et Keiji des éditions Mangetsu, et forcément Hokuto no Ken c'est un peu son œuvre maîtresse, et je me devais de la découvrir, et franchement c'est trop cool. J'adore le style graphique, j'adore l'histoire qui est très très prenante. Je vais pas vous la présenter là, mais on est dans un monde post-apocalyptique, style punk, avec un peu, pas cyberpunk, pas du tout, mais plus steampunk, je pense que ça s'appelle. Bref, c'est un genre assez défini, qui ressemble pas mal à Mad Max et tout ça, et franchement c'est trop jouissif. Moi j'adore Hokuto no Ken, j'adore ce Ken là, puis non, c'est très très cool. Ça me fait aussi penser beaucoup à Jojo. Je pense que les deux auteurs étaient pas mal en relation aussi à un moment, donc il y a des petits rapports, des petits clins d'œil par-ci par-là, hein, surtout au niveau graphique et au niveau des personnages. C'est trop bien Hokuto no Ken, c'est beaucoup trop bien. Top 5, et là aussi on est dans un manga qui est pas très neuf, mais qui est sorti cette année en France, Lone Wolf and Cub. Là c'est le tome 1 de sa nouvelle édition, une édition quoi, je sais pas comment l'appeler, on va dire l'édition colossale de Lone Wolf and Cub, où ça parle de ce samouraï qui voyage, qui parcourt le Japon en tant que mercenaire avec son petit louveteau, son petit-fils. Et je te l'ai présenté aussi sur la chaîne. J'ai beaucoup apprécié Lone Wolf and Cub sur ce traitement un peu du personnage très très fort,
mais qui a une faiblesse avec son fils, mais qui s'en sert comme une force pour certaines missions. C'est trop cool, c'est un manga aussi qui a inspiré énormément de productions de cinéma, de séries, notamment Le Mandalorian, pour citer une série récente. Moi j'ai beaucoup aimé le style graphique qui est très old school, donc qui change de beaucoup d'habitude. J'ai un peu l'impression de faire un saut dans le temps quand je lis un Lone Wolf and Cub. Enfin je dis ça mais j'en ai lu que un, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai acheté que ce premier tome, j'ai énormément de retard sur cette œuvre, mais voilà, c'est parce que j'ai une petite astuce avec ma librairie où je vais en acheter 3 d'un coup, donc je vais en avoir un gratuit, donc bon, voilà, bref, une petite astuce de collectionneur québécois on va dire. N'hésite pas à rejoindre mon Discord, hein, je vous donne souvent des petites astuces comme ça, pour les bons plans au Québec et en France. Donc, Lone Wolf and Cub, je vais pas plus te le présenter, c'est vraiment du old school, c'est vraiment du classique. Je pense pas que tout le monde doit l'avoir dans sa mangatech, mais je pense que si tu fais une belle collection de mangas, c'est un indispensable dans la mangatech de par toute l'histoire de ce récit, mais aussi de par le gros travail de Panini Manga qui a fait ce recherche de planches, qui a réadapté ses planches en grand format. C'est vraiment top, c'est du super beau travail et c'est un super bon manga. Le top 4 qui est sorti cette année, c'est Full Night. Full Night, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est le genre de manga qui se tient, qui est très cool juste par son concept. Voilà, le concept de base de Full Night est très top et donne lieu à une histoire très top. C'est quoi son concept là, tu vas me dire? C'est simple, il y a un sort de brouillard qui a couvert toute la Terre, qui fait en sorte qu'il n'y a plus aucun rayon de soleil qui passe à travers ce nuage, et donc le monde est plongé dans le noir et les plantes ne peuvent plus bien évoluer. Mais bon, les humains de ce monde étant plutôt avancés technologiquement, ont trouvé un moyen de planter une graine dans des humains presque en train de mourir pour en faire des plantes, les transformer en plantes. Ces plantes là vont permettre d'avoir un air un peu plus respirable, je pense, hein, des choses comme ça. Enfin bref, il y a toute une explication à ce niveau là, parce que oui, forcément, moins d'herbe, moins d'arbres, moins d'oxygène, donc ça devient capital de quand même d'avoir plusieurs plantes là pour que l'air soit pas toxique, voilà. Et donc nous, on va suivre un individu qui est totalement à la ramasse. Sa vie, sa vie est pas top en fait, hein. Sa vie est vraiment pas top. Et lui, il veut mettre fin à sa vie en participant au programme pour devenir une plante. Le problème, c'est que pour participer à ce programme, faut être en fin de vie. Lui, il est encore jeune, il a toute sa forme, donc il va trouver un petit stratagème pour réussir à outrepasser cette sélection. Et il va avoir une graine implantée et il aura plus que 1 an à vivre. Et en fait, cette graine, ça a réveillé en lui un pouvoir que personne n'a eu auparavant. En tout cas, à partir du tome 2, il n'y a pas de... Non, je pense pas qu'il y a d'autres personnes qui ont ce même pouvoir. Et ça va en fait lui permettre de comprendre ce que les plantes disent, donc ce que les gens transformés en plantes disent. Il va comprendre, il va réussir à traduire ce qu'ils disent. Donc, ça va lui donner un aspect très intéressant pour déjà les scientifiques qui vont être en mode oulala, il y a quelque chose à faire là sûrement, mais aussi pour tous les individus qui ont perdu un proche et tout ça, qui vont vouloir peut-être en savoir plus sur pourquoi ils ont pris telle ou telle décision et tout ça. Donc lui va être au milieu de toutes ces histoires. C'est un peu un manga épisodique aussi où il va y avoir des histoires par-ci par-là, mais il y a quand même un fil rouge, en tout cas avec ces 2 premiers tomes que j'ai lus, il y a un fil rouge avec un méchant, une sorte de plante qui s'est transformée mais qui est agile, qui peut bouger et qui commet des meurtres, et donc il va enquêter dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, il va se retrouver au milieu de cette enquête malgré lui. Donc voilà, pour l'instant les 2 tomes, les 2 premiers tomes que j'ai lus sont plutôt accrochants, j'ai envie de voir la suite. Il se peut que c'est pas un manga qui me plaise dans sa finalité, mais en tout cas ces 2 premiers tomes sont plutôt cool. Et oui, c'est ça le problème de faire un top 10 des nouveautés de l'année, c'est que j'ai lu peut-être 2 à 3 mangas par série, et donc des fois tu peux avoir un très gros coup de cœur au début d'une série, mais au final ce coup de cœur peut se transformer en déception par la suite, parce que je sais pas moi, à partir du tome 5, 10, l'histoire part complètement en vrille et tu apprécies plus le manga. Voilà, c'est un peu le problème de ce genre de vidéos, mais moi ça me plaît bien là, de vous présenter mes petits coups de cœur de l'année. En parlant de coups de cœur, le top 3, enfin on y arrive sur le podium, Sanctuary. Alors Sanctuary aussi, il me semble, c'est pas un manga très récent, c'est pas un manga qui a été fait récemment, mais c'est un manga qui a été édité récemment. Je sais pas si c'est une réédition, tiens, je sais plus. Bref, j'ai pas non plus trop creusé le sujet. Bon, Sanctuary, c'est trop bien. Sanctuary, c'est trop bien. Le concept est aussi très simple. C'est 2 gars
qui veulent devenir les boss du Japon. Pour ce faire, il faut un boss en politique et il faut un boss chez la pègre, donc chez les Yakuza. Et donc ces deux-là, qui ont à peu près le même âge, ont décidé dans leur jeunesse, ok, moi ça sera Yakuza, et l'autre c'est, ok, moi je serai le boss en politique. Et donc ils vont être main dans la main, s'aider l'un l'autre avec des coups des coups d'état par-ci par-là pour grimper les échelons chacun dans leur domaine. Et c'est beaucoup trop bien, on est dans du complot politique, on est dans de la baston entre Yakuza, des retournements de situation. J'ai lu les 2 premiers tomes pour Sanctuary et c'est vachement bien rythmé, c'est vachement bien rempli en termes d'histoire, de personnages, c'est pas très facile à suivre. Les dessins aussi old school sont pas très faciles des fois enfin moi j'ai trouvé ça difficile à lire par moment, donc je pense que ça peut pas non plus convenir à des gens qui sont novices dans la lecture de manga. C'est plutôt pour un public averti et avisé, mais aussi un public qui a l'habitude de lire des mangas. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse, mais voilà, si vous rentrez dans le jeu, si vous aimez tout ce qui est politique aussi, tout ce qui est Yakuza, il y a eu beaucoup d'histoires de Yakuza cette année, moi j'ai vraiment apprécié. Du même dessinateur, j'ai beaucoup aimé Trilliance Game, que j'aurais pu m'en rentrer dans ce top, je pense que j'aurais pu le mettre dans ce top. Je le mets pas parce que j'ai lu que un tome et que je me suis régalé à la lecture du tome 1, mais j'attends d'en voir plus pour potentiellement le rentrer dans ce top là. Mais en vrai j'aurais pu le mettre top 5, 6, Trilliance Game aussi. C'est dur de faire un top 10, c'est trop dur. Mais voilà, Sanctuary, allez-y, foncez sans hésitation. Hein. Le top 5 enfin mon top 5 en principe, tu peux y aller sans hésitation, c'est du bon. Hein. Allez, maintenant le top 2, Fleur de Pierre. Fleur de Pierre, bon, là aussi, c'est pas un manga récent, décidément. Je t'avais prévenu au début hein, que les mangas qui m'ont marqué, c'est pas forcément des nouveautés de cette année. Hein. Est-ce que c'est tragique pour l'avenir du manga? Parce que c'est vrai que cette année, on n'a pas eu non plus des nouveautés impactantes, tu vois. Mais on a eu des super belles rééditions, Fleur de Pierre en fait partie. J'ai beaucoup trop aimé Fleur de Pierre, je t'en ai parlé dans ma vidéo bilan lecture aussi, au niveau de la présentation. On est dans de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un manga historique. On est du côté quoi de la Yougoslavie en 1941, donc on est en pleine guerre mondiale, enfin Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on va suivre toute cette invasion de l'Axe dans tout ce qui est Yougoslavie, mais aussi des pays autour. C'est une partie de l'histoire que moi je connais pas trop. Moi souvent Seconde Guerre mondiale, à l'école on apprend beaucoup la guerre du Pacifique et aussi ce qui s'est passé en France, avec aussi l'arrivée des Anglais, l'arrivée des Américains aussi pour aider tout le monde. Bref, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas trop cette partie de l'histoire. Donc moi je trouve ça très cool déjà pour d'apprendre un peu tout ça. Mais bon, c'est pas un livre d'histoire, hein, c'est un manga, donc forcément il y a une histoire avec un personnage qui va se retrouver à devoir chercher ses parents, chercher sa famille, son grand frère aussi. Il y a une histoire un peu louche autour de lui. Il va essayer déjà de sauver sa peau, mais retrouver ses parents. Il vit des horreurs mais abominables. C'est un manga assez cru qui nous montre les choses, qui nous montre la réalité de la guerre, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de dire ces mots-là à la légère, mais c'est super bien. Vraiment, c'est le genre de BD que tu pourrais faire lire à ton daron, tu vois. Moi, si mon papa il regarde cette vidéo et qu'il vient un jour à Montréal, je lui ferai lire sûrement Fleur de Pierre et j'en suis sûr qu'il va adorer, tu vois. C'est le genre de BD comme ça, mais moi, enfin de manga, mais ouais, moi un très gros coup de cœur pour ça. Je manquerai aucun des prochains tomes de Fleur de Pierre, ça c'est certain. Et pour finir, si tu es un habitué de la chaîne en top 1, c'est Manchuria Opium Squad. J'ai lu les 3 premiers tomes de Manchuria Opium Squad. À ce qui paraît, ça baisse un petit peu en intensité au fil des tomes. Ça me fait peur. Mais je dois dire que de toutes les nouveautés que j'ai lues cette année, c'est un manga qui m'a le plus hypé dès la lecture de son premier tome, notamment avec ce parallèle qu'on peut le faire avec Breaking Bad qui m'a très plu. Enfin, c'est une série qui m'a vraiment marqué, et donc le fait qu'un manga retranscrive un peu ce même aspect du gars qui doit sauver sa famille en faisant le mal, j'aime beaucoup cette idée, ce tiraillement que peut avoir un personnage comme ça, et donc ça m'a plu. Donc Manchuria Opium Squad, on est en pleine Mandchourie, une période historique aussi, décidément j'aime bien les mangas historiques, et on a un gars qui a sa mère est complètement malade, elle a besoin de médicaments, et lui, pour payer ses médicaments, il va être obligé de faire quelque chose de mal, il va devoir vendre de l'opium
parce qu'il est super bon en jardinerie, voilà, lui son talent c'est la jardinerie, et donc il va malgré lui devoir vendre cet opium, et le problème c'est que en Mandchourie tu vends pas de l'opium comme ça forcément, il y a des gars qui sont là, qui sont très rodés, qui maîtrisent le réseau, donc lui il va devoir un peu se faufiler dans ce milieu. Évidemment il va être repéré par un personnage qui va avoir du potentiel de ouf, et va essayer de créer une organisation autour de lui. Voilà, c'est un peu un pitch très basique là pour te mettre un peu en contexte, mais moi j'ai ressenti un manga avec des personnages très cool, très atypiques, avec un personnage principal qui manque peut-être de pétillant, je dirais, mais qui est très original dans la façon dont il va surmonter des épreuves, surtout en fait il va être très cérébral, lui c'est pas quelqu'un de très physique, mais aussi ce qui est bien avec ce manga c'est qu'il y a une petite équipe qui se forme autour de ce gars là et qui est pas mal chapeautée par cette fille là, donc une petite équipe avec des profils totalement différents. On va avoir peut-être la brute qui va être plus le côté physique, on va avoir la fille de la rue qui connaît, qui a des contacts, qui sait comment parler aux gens, qui sait comment manipuler les gens. Donc voilà, on a cette petite équipe qui se forme pour créer une organisation qui va sûrement renverser, qui va faire bouger les choses. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ces 3 premiers tomes, j'en attends beaucoup de ce manga. Je manquerai pas de vous dire mon ressenti au fur et à mesure des tomes, que ce soit dans les vidéos achat manga ou peut-être dans une vidéo bilan lecture une fois que le manga sera fini, mais il est même pas fini au Japon, donc je pense qu'on a le temps pour ça. Voilà, c'était mon top 10 des mangas de l'année, c'était hyper dur à faire, c'est pas non plus un top 10 figé à 100%, je pense que je peux bouger encore 2-3 mangas de place, je peux en faire rentrer aussi, mais voilà, c'est des mangas qui me tenaient à cœur de vous en parler. Toi, n'hésite pas à mettre en commentaire, allez, un top 3 des mangas qui t'ont marqué, un top 5 si tu te chauffes, des mangas qui t'ont marqué cette année, que ce soit des sorties, des rééditions, tout ça, ça me ferait super plaisir de voir ce qui vous a marqué, peut-être que je vais découvrir des trucs. C'était tout pour moi, c'était un réel plaisir de vous faire ce top 10, c'est l'occasion aussi pour moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, régalez-vous, mangez bien, mais faites quand même de l'activité, bougez-vous, activez-vous, faites des projets, faites plein de choses les gars, 2023 c'est votre année, allez ciao.